Dans le monde antique, la guerre se résumait souvent à l'affrontement de forces hautes. Nous possédons pourtant le récit de batailles héroïques opposant des civilisations qui disposaient apparemment de technologies militaires avancées leur permettant d'imposer leurs lois à l'ennemi. Mais ces guerriers de légende possédaient-ils vraiment les chars d'assaut et les grenades que certains leur prêtent? Connaissaient-ils déjà les armes chimiques et la guerre bactériologique? Ceci est l'histoire du plus célèbre siège de l'histoire de l'humanité, la guerre de Troie. On imagine généralement l'Antiquité comme un monde de culture et de civilisation, dominé par des peuples épris de philosophie, de science et d'art. Un certain nombre d'éléments nouveaux laissent cependant penser que ces peuples étaient également très versés dans les subtilités de la guerre et qu'ils avaient mis au point des armes et des méthodes très sophistiquées leur permettant d'imposer leur volonté par la force. Les armées de l'Antiquité étaient étonnamment avancées et disposaient de machines de guerre très perfectionnées. Lorsqu'elles livraient bataille, c'était presque toujours à grande échelle. Le conflit le plus connu de ces temps reculés est sans nul doute la fameuse guerre de Troie. La guerre, à l'âge du bronze, était une science aussi élaborée que meurtrière. Les ingénieurs militaires grecs s'appuyaient sur des technologies de pointe pour mettre au point des armes qui pouvaient ensuite être produites en masse. Cette époque a marqué le début d'une véritable course aux armements qui allait permettre aux armées grecques de défier d'autres grandes civilisations et de s'emparer de leurs richesses. L'une de ces conquêtes allait entrer dans la légende et devenir un véritable mythe. Le siège de Troie reste aujourd'hui encore l'un des plus grands épisodes de l'histoire de la guerre, grâce à l'Iliade, le merveilleux poème épique d'Homère. Le poète grec Homère a vécu vers 800 avant notre ère. Il a raconté une série de batailles qui avaient eu lieu plusieurs siècles auparavant et désignées sous le nom de guerre de Troie. Le récit du siège de la ville de Troie occupe certaines des pages les plus connues de la littérature mondiale et transcende les cultures et les époques. L'Iliade décrit en détail les tactiques et les armes employées en ces temps reculés. Ce récit met en lumière la façon dont les hommes de l'âge du bronze faisaient la guerre. L'Iliade commence par une histoire d'amour. Hélène de Sparte, l'épouse du roi Ménélas, la plus belle femme de son époque, tombe amoureuse du jeune Paris, le fils cadet de Priam, le roi de Troie. Les deux amants s'enfuient et se réfugient à Troie. Les Troyens ne parviennent pas à convaincre le jeune prince de renvoyer Hélène vers son mari. Furieux, Ménélas va voir son frère, Agamemnon, le grand roi de Mycène. Ensemble, ils mettent sur pied une puissante armée afin d'aller récupérer l'épouse volage. Les Grecs étaient à l'époque organisés en petites cités-États, comme Athènes, Sparte, Corinthe ou Thèbes. Chaque cité comptait environ 100 000 habitants et cherchait en permanence à s'imposer militairement aux autres. De temps en temps, ces cités-États oubliaient momentanément leurs différends et constituaient des ligues, unissant leurs forces contre un ennemi commun particulièrement puissant. Pendant l'âge du bronze, un État plus fort que les autres allait finir par émerger, affichant son ambition de régner non seulement sur la Grèce, mais sur l'ensemble du monde méditerranéen. C'est le royaume de Mycène, dirigé par Agamemnon. Agamemnon exhorte les autres chefs grecs à monter une vaste expédition punitive contre les Troyens. Le but est de ramener Hélène et de détruire la riche et puissante cité de Troie. La guerre de Troie allait mettre aux prises deux superpuissances de l'époque. Les Grecs, placés sous le haut commandement d'Agamemnon, et les Troyens, rassemblés sous l'autorité du roi Priam. Les Grecs avaient affaire à forte partie. Troie était une ville extrêmement bien défendue, entourée de murailles aux dimensions cyclopéennes. Les Grecs n'étaient pas en mesure d'y pénétrer. Le roi Agamemnon dut faire appel à tous ses talents de guerrier pour venir à bout des Troyens et faire tomber les murs de leur puissante citadelle. Le siège de Troie dura 10 ans, dit-on, et les défenses de la ville ne furent finalement vaincues que grâce à un audacieux stratagème qui finit par causer la perte des Troyens. Mais 3000 ans après la date supposée des événements, les historiens cherchent à répondre à une question lancinante. L'extraordinaire machine de guerre dont parle la légende a-t-elle vraiment existé? Une équipe d'archéologues du British Museum de Londres s'est notamment penchée sur un certain nombre d'éléments provenant de la civilisation assyrienne. Découverts dans les ruines du palais du roi Assur-Nazir-Pal,
Ce remarquable bas-relief semble prouver l'existence de machines de guerre sophistiquées beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Julian Reed a longtemps été responsable de la section du Moyen-Orient du muséum. Nous voyons ici une machine utilisée en cas de siège. Vous remarquerez cette sorte de poutre qui en sort. Les gens qui se trouvaient dans la machine devaient la manœuvrer, la faire monter et descendre, avancer et reculer, afin de détruire les remparts de l'adversaire. Les Assyriens vers l'an 700 avant notre ère, puis les Perses vers l'an 500 connaissaient déjà toutes les techniques permettant de s'emparer d'une ville fortifiée, avec les moyens dont ils disposaient. Les Assyriens étaient passés maîtres en l'art d'assiéger les villes. Ils se servaient notamment de machines destinées à percer les murs des citadelles les mieux défendues. Ce bas-relief montre clairement l'un de ces engins, muni de gigantesques burins de bois dont le bout était renforcé d'une pointe de fer. Cette machine de guerre assyrienne était montée sur roues et se composait d'une sorte de carapace en osier, surmontée à l'avant d'une tourelle en forme de dôme et ressemblant un peu à l'encolure d'un cheval. L'armature de ces machines de siège était recouverte d'un revêtement protecteur en toile, en feutre ou en cuir qui empêchait que l'ensemble ne prenne feu trop facilement. Les assiégés pouvaient lancer contre ces machines des projectiles enduits de pois enflammés pour tenter de les incendier. Pour éviter cela, les Assyriens embarquaient à bord une cuve pleine d'eau et arrosaient la surface de l'engin pour qu'elle soit en permanence mouillée. On distingue à l'avant de la machine deux appendices qui ressemblent beaucoup aux extrémités de tuyaux d'arrosage et qui devaient servir à cet usage. Homère se serait-il inspiré de ces structures géantes pour imaginer le mythe du cheval de Troie? Une machine de siège abrite des soldats et sert à attaquer les fortifications de la ville ennemie. De là à imaginer une histoire mettant en scène des guerriers dissimulés à l'intérieur d'un engin de ce type, il n'y a qu'un pas. De nouveaux éléments récemment découverts en Syrie semblent indiquer que des machines de guerre étaient déjà utilisées 600 ans avant la guerre de Troie. Les Assyriens connaissaient donc parfaitement l'usage de ces engins de siège à l'époque où sont censés se dérouler les événements relatés par Homère. Dans l'Antiquité, le pouvoir s'acquérait exclusivement sur le champ de bataille. La victoire dépendait toujours du bon vouloir de Dieu Tout-Puissant. Olympie était l'un des plus importants sanctuaires de la civilisation grecque. Berceau des Jeux olympiques, elle était vouée au culte du plus puissant des dieux. Zeus était l'arbitre suprême en cas de guerre. C'est lui que les guerriers grecs venaient implorer avant la bataille. Il était d'usage d'offrir aux dieux que l'on vénérait des présents de grande valeur et des sacrifices de toutes sortes. Ces offrandes étaient censées permettre à ceux qui les faisaient de se concilier les faveurs des divinités, qui ne manqueraient pas en retour de leur accorder la victoire. Ces casques retrouvés à Olympie auraient été apportés en offrande à Zeus. Ils témoignent de la place prépondérante qu'avait la guerre dans la société grecque de l'époque. Ce plastron de bronze, percé de plusieurs trous laissés par des coups de lance, est orné de scènes représentant Zeus. Il montre à quel niveau de maîtrise les forgerons de l'âge du bronze étaient parvenus. L'étude des armes retrouvées au cours des 2 derniers siècles prouve que les civilisations de l'Antiquité avaient acquis une profonde connaissance des différents métaux à leur disposition. Ce casque grec date environ de 650 avant Jésus-Christ. Il est remarquablement léger. Il doit peser à peu près 1,5 kg, ce que pèse à peu de choses près un casque d'infanterie actuel. David Starley est chercheur au musée de l'armurerie royale de Leeds, au Royaume-Uni. Il a recours aux rayons X pour analyser la structure interne de ce casque antique. Le grand avantage de la radiographie, c'est qu'elle nous permet de savoir ce qui se cache sous la surface de l'objet, sans porter atteinte à ce dernier. Les caractéristiques de la feuille de métal employée dans ce casque sont stupéfiantes. La densité de l'image obtenue au rayon X est fonction de l'épaisseur du métal. Celui-ci a fait l'objet d'un usinage très précis, puisque la feuille a une épaisseur constante de 2 mm. Quand on pense au bronze, on imagine généralement des objets de métal fondu. Or, il semble bien que nous soyons ici en présence de métal martelé, car on ne retrouve pas les petits défauts généralement associés au coulage, des petites bulles de gaz par exemple. Nous commençons à prendre conscience des compétences techniques des armuriers de l'âge du bronze.
On n'a pas fait mieux ensuite. C'est un remarquable exemple non seulement de technologie, mais également de savoir-faire. Les Grecs étaient réputés dans l'ensemble du monde antique pour leur maîtrise de la métallurgie. Ils savaient faire du bronze en mélangeant l'étain et le cuivre et pouvaient ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, fabriquer des armes de guerre de qualité, résistantes et terriblement efficaces. Le musée de Shefton, en Grande-Bretagne, abrite quelques-unes des plus anciennes armes grecques, certaines datant du milieu du XVIe siècle avant notre ère. Les armes de la fin de l'âge du bronze ne sont pas des jouets. Elles sont redoutables. Elles sont acérées, résistantes, faites pour durer. Les dernières découvertes archéologiques semblent indiquer que les Grecs possédaient déjà, il y a plus de 3500 ans, des connaissances technologiques leur permettant de produire des armes à grande échelle. Les armes qui sont parvenues jusqu'à nous témoignent de leur savoir-faire. Cette épée, en forme de rapière, est l'une des plus anciennes armes de l'âge du bronze qui ait été mise au jour. Elle date de 400 ans avant la date supposée de la guerre de Troie et témoigne de l'état d'avancement du génie militaire grec à cette époque reculée. Cet objet a 3500 ans. Je pourrais l'affûter et m'en servir. Malgré le temps, elle n'a pas perdu de son efficacité. C'est incroyable. Nous savons qu'Agamemnon disposait d'un vaste arsenal et des moyens financiers nécessaires à la mise sur pied de l'opération punitive qu'il entendait mener. Mais au fait, la guerre de Troie a-t-elle vraiment eu lieu? Nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'un mythe, d'une simple légende. Un homme, pourtant, a cherché à prouver le contraire. Ses recherches ont profondément influencé les historiens dans leur compréhension de la guerre dans l'Antiquité. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le roi Agamemnon rassembla une immense armée afin de ramener la belle Hélène, la reine de Sparte, séduite par le Troyen Paris. Ce n'était bien sûr qu'un prétexte, permettant à Agamemnon de réaliser son ambition de domination de tout le bassin méditerranéen. La présence d'Hélène à Troie lui permettait de s'attaquer à l'une des cités les plus puissantes et les plus riches de l'époque. Pour les beaux yeux d'une femme, il constitua donc une flotte de guerre de 1000 vaisseaux, la plus grande jamais rassemblée. Les historiens pensent aujourd'hui que cette armada était en réalité forte d'une centaine de navires, ce qui reste considérable, puisque cela représente quand même une armée de quelques 5000 hommes, un corps expéditionnaire sans précédent dans l'histoire de la région. Cette flotte était essentiellement composée de pentécontaires, l'ancêtre de tous les bateaux de guerre. Les plus grands pouvaient mesurer une trentaine de mètres de long sur plus de 4 mètres de large et embarquaient de nombreux rameurs chargés de le propulser. Ce type de bateau pouvait atteindre une vitesse de 9 à 10 nœuds, soit près de 20 km/h, la vitesse des ferries qui sillonnent aujourd'hui la mer Égée. Agamemnon avait donc rassemblé une puissante armée de 5000 hommes. Mais il allait avoir affaire à forte partie. Les remparts de Troie semblaient impénétrables, comme le furent d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle certains aspects de cette histoire. Une valeur mythique fut longtemps attachée à Troie, du fait notamment de l'œuvre majeure qui l'évoquait, l'Iliade d'Homère. La bibliothèque bodléienne d'Oxford possède l'une des plus anciennes copies de ce monument de la littérature épique. Le texte que nous avons ici, que l'on appelle l'Iliade de Hawara, date environ de l'an 200 de notre ère. Ce fragment en particulier raconte le rassemblement des vaisseaux grecs en partance pour Troie. Les archéologues cherchèrent pendant des siècles l'emplacement exact de la légendaire Troie. Il fallut attendre le XIXe siècle pour qu'un historien allemand se lance à son tour dans cette quête en suivant les indications données par l'Iliade. Les travaux de Heinrich Schliemann firent sensation dans le monde occidental. Schliemann et ses prédécesseurs se fiaient à l'Iliade comme à un guide. Ils y cherchaient les indices susceptibles de les mener à la véritable ville de Troie. Schliemann a isolé une colline bien particulière située dans le nord-ouest de l'Asie mineure et s'est mis en devoir d'y faire des fouilles. Et il a eu un coup de chance extraordinaire. Heinrich Schliemann se rendit en Turquie dans la région d'Hisarlik où il pensait avoir localisé la ville de Troie. Après avoir négocié avec les propriétaires turcs des terres qui entouraient ce qui ressemblait fort à un monticule antique, il entreprit des fouilles
et ne tarda pas à mettre au jour les vestiges d'une ville importante. Très vite, il sentit qu'il avait vu juste. Troie reposait sous ses pieds. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a effectivement découvert le site de Troie. En 1874, Schliemann mit au jour une importante collection de bijoux d'or et d'argent. Cela reste aujourd'hui encore la plus importante découverte d'objets précieux faite sur ce site. Il baptisa l'ensemble le trésor de Priam, car il pensait avoir trouvé les richesses que le roi de Troie avait cachées lors de la chute de la ville. Plus d'un siècle plus tard, certains des plus grands archéologues de la planète continuent à s'intéresser au site, cherchant à distinguer le mythe de la réalité. Nous pensons qu'entre 5000 et 10 000 personnes devaient vivre ici à la fin de l'âge du bronze. Ernst Pernica et ses collaborateurs continuent de découvrir des indices, montrant que Troie était effectivement habitée par un peuple guerrier vivant dans l'opulence. Certains éléments laissent penser que le siège de Troie, tel qu'en parle Homère, a peut-être vraiment eu lieu. Nous avons retrouvé quelques pointes de flèches, comme celle-ci, qui montrent qu'il y a eu bataille. Il est étonnant qu'on n'en ait pas trouvé davantage, mais il est possible que les autres aient été ramassés, dans la mesure où le bronze était une matière très précieuse. Il est extraordinaire de penser que ces pointes de flèches ont peut-être été tirées pendant la guerre de Troie. D'autres indices tentent à confirmer qu'une grande bataille a effectivement eu lieu ici. Ce qui est très intéressant, ce sont ces petits galets qu'on a retrouvés rassemblés sur la colline. Ce sont probablement des projectiles destinés à des frondes. C'est d'autant plus vraisemblable qu'on a retrouvé également des boules de taille similaire faites en terre cuite. Le fait qu'une grande quantité de munitions pour fronde ait été retrouvée sur ce site pourrait indiquer que la ville a été la cible d'une attaque surprise et que ses occupants n'ont pas eu le temps de s'en servir pour repousser l'ennemi. On a également retrouvé ce genre de pierre polie avec un trou au milieu qui pourrait être aussi le signe d'activité guerrière. On pense qu'il pourrait s'agir de moyeux d'essieux de chars de combat. Peut-on savoir, à partir de ces quelques fragments, quelles étaient les armes et les protections utilisées par les guerriers lorsqu'ils combattaient au corps à corps? À l'époque de la guerre de Troie, le combat singulier jouait encore un rôle décisif dans l'issue d'une bataille. Agamemnon avait amené avec lui un groupe de guerriers farouches, dont la seule vue terrorisait tous ceux qu'ils affrontaient. Ce corps d'élite était commandé par l'un des plus valeureux combattants de l'époque, le redoutable Achille. Nous avons ici le passage décrivant Achille et ses myrmidons. On y voit d'ailleurs le nom d'Achille écrit en toutes lettres, Achilleus en grec. Le duel entre Hector, le grand champion des Troyens, et Achille, le meilleur guerrier des armées grecques, constitue l'un des morceaux de bravoure de l'Iliade. Leur affrontement va marquer un tournant dans un conflit qui dure depuis 10 ans. Le corps à corps entre communs des mortels était certainement quelque chose d'assez brutal et sordide. Les duels qu'Homère décrit dans son œuvre ressemblent davantage à des combats idéalisés, presque ritualisés. Lorsque le héros grec Achille accepte finalement d'aller affronter Hector, le champion des Troyens, les deux hommes se retrouvent en dehors de l'enceinte de la ville. La coutume voulait qu'on commence par un jet de lance. Aucune des deux lances n'ayant atteint son but, Hector se jette sur son adversaire, l'épée au poing. Mais Achille a eu le temps de ramasser sa lance et il l'enfonce dans la gorge du Troyen. Hector et Achille, s'ils ont existé, sont sans doute arrivés sur le champ de bataille à bord de la grande machine de guerre de l'époque, le char. C'était une culture qui accordait beaucoup d'importance au combat singulier, au face-à-face, d'homme à homme. Or, pour se battre ainsi, au corps à corps, il faut non seulement être en excellente condition, mais également être animé par une terrible rage de vaincre. Si vous donnez un coup d'épée, par exemple, vous allez y mettre toute votre force, car vous voulez couper le bras de l'adversaire. C'est épuisant. Le duel entre deux héros tels que Achille et Hector devait ressembler à un combat de gladiateurs sous l'Empire romain. Le char devait par conséquent avoir un rôle très particulier.
Le char servait un peu de taxi sur le champ de bataille, pas seulement pour amener le champion, mais aussi pour venir le rechercher. Le guerrier croisait le fer devant tous ses compagnons pour la gloire et la postérité. Mais lorsque la fatigue commençait à se faire sentir, le char était là pour lui venir en aide, pour passer le prendre et lui permettre de s'échapper. Il y a 3000 ans, l'armement connut une véritable révolution, permettant la fabrication en masse de nouveaux engins terriblement meurtriers. Cela posait un grave problème aux ingénieurs militaires du roi Agamemnon. Comment allaient-ils pouvoir éviter que les soldats grecs ne se fassent massacrer au pied des murailles de Troie ? Après avoir traversé la mer Égée, l'armée d'Agamemnon se retrouva donc devant les portes de Troie. Confrontés à une muraille immense, défendant une citadelle imprenable, les Grecs entamèrent un siège qui allait durer 10 ans. Comment purent-ils survivre ainsi pendant des années, exposés aux éléments et à la fureur des Troyens ? En comparant les données archéologiques avec les indications fournies par le texte d'Homère, certains experts en armement tentent de reconstituer l'équipement dont bénéficiait à l'époque l'armée grecque. L'élément le plus caractéristique de la tenue que je porte est certainement ce casque. Celui-ci constitue la forme la plus aboutie d'un style de casque appelé corinthien. Il se distingue par les longues plaques qui protègent les joues et la partie frontale, très fermée. D'autant que le guerrier tenait un bouclier devant lui. Les casques portés par les Grecs visaient à permettre à un guerrier d'utiliser au mieux les deux sens vitaux qu'étaient la vue et l'ouïe. Pendant les guerres contre la Perse, les officiers devaient aisément commander leurs troupes. Avec les premiers casques qui étaient complètement fermés, les soldats devaient avoir l'impression d'avoir un coquillage sur la tête. Il fallait leur montrer l'ennemi du doigt et leur donner un coup dans le dos pour qu'ils avancent. Plus tard, ils ont enfin pu entendre ce qu'on leur disait. Confrontés à une véritable course aux armements, les ingénieurs grecs durent mettre au point une armure capable de résister aux redoutables armes offensives dont disposait désormais un nombre croissant de combattants. Ils conçurent notamment un ingénieux système de protection qui faisait appel à des matières composites. La nouvelle armure était constituée de fibres extrêmement serrées et était censée résister aux pointes métalliques des flèches. Cette tunique est constituée de plusieurs couches de toile de lin collées ensemble. Celle-ci est faite de 14 couches de lin avec une couche de cuir au milieu. C'est plus léger qu'une armure en métal. Une fois chaud, ça épouse bien le corps et c'est très résistant. C'est une excellente carapace. Elle est conçue comme les gilets de protection modernes. Nous avons utilisé un arc en matière composite pour tirer de près sur un morceau d'armure en lin. Oui, ça fait mal. En fait, je suis très content du résultat car cette flèche a été tirée de très près. Et elle a quand même été arrêtée alors que ce n'est que du tissu. À une distance normale, je pense qu'elle n'aurait pas pénétré plus que ça. Et il y a très peu de chances qu'elle traverse vraiment. Tirée par un arc composite déployant une puissance de 160 livres, la flèche est venue se ficher dans la cible à 150 km/h et seule sa pointe a pénétré. Les ingénieurs militaires grecs ont également eu recours à des matières composites dans les boucliers. Une fresque du musée d'Athènes montre ainsi un étonnant bouclier en forme de 8 qui était en usage à l'époque où la guerre de Troie est censée avoir eu lieu. Vous pouvez constater qu'il me couvre tout le corps. Je suis parfaitement protégé grâce à la forme arrondie, mais en même temps, le fait que le bouclier soit rétréci au milieu me permet de me servir de ma lance, l'arme par excellence des héros homériques. Je garde ma liberté de mouvement et je peux me battre tout en étant bien protégé. Ce bouclier doit son efficacité à sa conception même. Il est extrêmement léger car il est fait en osier en fin rameau de saule comme un panier. Le tissage est très serré, très dense, extrêmement solide. Suffisamment souple pour absorber les chocs mais très léger et très mobile. Grâce à la courroie qui le maintient sur mon épaule, il ne me gêne pas du tout pour combattre. L'osier est renforcé à l'extérieur par une épaisseur de cuir. La seule chose que j'ignore, c'est s'il arrête les flèches. Pour la première fois depuis 3000 ans, cette petite merveille de la technologie antique va être mise à l'épreuve. Même tirée à faible distance, la flèche n'est pas parvenue à traverser le bouclier. Sa conception simple permettait en outre aux soldats de le réparer eux-mêmes.
Nous savons donc désormais que les armées de l'Antiquité disposaient d'un équipement de protection faisant appel à des matériaux composites à base de fibres qui les mettaient à l'abri des armes redoutables dont disposait l'infanterie ennemie. Mais ce n'est pas tout. Une autre découverte relativement récente montre que les ingénieurs de l'époque avaient atteint un degré très élevé de maîtrise. En 1960, des fouilles ont en effet mis en évidence l'extraordinaire niveau d'avancement technologique des armuriers de la Grèce antique. Ces images d'archives ont été prises près de Mycène, dans le Péloponnèse. Elles montrent une armure vieille de plus de 3000 ans, mais étonnamment bien conservée. Connue sous le nom de panoplie de Dindra, cette cuirasse n'a rien à envier aux équipements des armées modernes. Elle était à l'origine constituée d'un casque, d'épaulières, d'un plastron, de cuissard. L'ensemble devait être très encombrant, très lourd et peu mobile. Composée de 15 plaques de bronze distinctes, la panoplie de Dindra pesait une bonne quinzaine de kilos. L'armure utilisée par les héros d'Homère était vraisemblablement très efficace. La panoplie de Dendra témoigne de la puissance que devait leur conférer leur équipement de protection. Les plaques de bronze se superposaient, éliminant les failles dans l'armure. Elles étaient rivetées à travers des trous dont certains n'excédaient pas 2 mm de diamètre. Mais une telle cuirasse était-elle vraiment suffisante face aux projectiles lancés par les Troyens ? Les historiens qui se sont intéressés à la guerre de Troie se sont toujours demandé comment les Grecs avaient pu tenir le siège aussi longtemps sans s'épuiser. Une remarquable découverte archéologique faite en 1960 a totalement changé l'idée que les spécialistes se faisaient des armures à l'époque d'Agamemnon. Aucune armure contemporaine du siège de la ville de Troie n'avait jamais été retrouvée jusqu'au jour où une équipe d'archéologues suédois qui effectuait des fouilles sur le site de Dindra fit une trouvaille inespérée. Il s'agissait d'une armure complète, dans un état de conservation extraordinaire, datant de l'époque où la guerre de Troie était censée avoir eu lieu. L'arc était à l'époque l'arme la plus utilisée pour le combat à distance. La panoplie de Dindra pouvait-elle protéger celui qui la portait des flèches de ses ennemis ? Pour la première fois en plus de 3000 ans, nous avons demandé à un archer de décocher une flèche contre cette cuirasse mycénienne. La scène a été filmée au ralenti. C'est étonnant. La flèche a bien cherché à se frayer un passage, mais elle a pénétré d'1 centimètre à peine. La pointe est tordue et moussée. Le type qui était derrière devait ressentir un choc, mais il devait s'en sortir indemne. Même avec un trait destiné à percer le métal, notre archer émérite, Mac Ashington, ne parvient pas à prendre l'armure en défaut. La troisième flèche vient toucher le bord de la cuirasse, mais est détournée. La pointe se brise sans laisser la moindre trace sur la tôle de bronze poli. Une autre flèche vient se ficher à la hauteur du cœur. Mais là encore, elle pénètre à peine dans le plastron de bronze. Ça ne peut pas l'avoir blessé. Il a sûrement été secoué, il a eu la peur de sa vie, mais il n'est pas blessé. Il peut continuer à se battre. On peut cependant se demander comment un guerrier pouvait supporter une telle armure. C'était certainement très difficile à porter, très lourd, très gênant pour marcher. La plupart des combats avaient lieu en été, quand la température dépassait les 30 degrés. On ne pouvait pas porter une telle carapace très longtemps, et encore moins se battre avec sans être terrassé par la chaleur. Les guerriers qui en étaient revêtus devaient se déplacer en char. Ils ne devaient guère marcher ni courir avec. C'est un compromis entre la mobilité du combattant et sa protection. Le casque d'origine était fait en défense de sanglier. Ce qui confirme la tradition homérique selon laquelle les guerriers fabriquaient leurs casques avec des trophées de chasse. La réplique utilisée ici est en fragments d'os cousus ensemble avec du fil de lin. Cette protection de tête est à la fois efficace et souple. La flèche a brisé en deux l'une des plaques d'os, mais l'ensemble a encaissé le choc en absorbant l'essentiel de l'impact. Même en recevant un projectile tiré de très près, un guerrier portant un tel casque aurait sans aucun doute échappé à la mort.
Ce type de protection a bien entendu des failles. Ici, l'archer a réussi à trouver le point faible. La flèche a pénétré entre deux plaques, ébréchant les bords, puis a traversé la calotte de cuir qui se trouve dessous. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Mais malgré la puissance de leurs armes et la fiabilité de leurs cuirasses, les Grecs ne parvenaient pas à pénétrer dans la forteresse. Selon l'Iliade, le siège de Troie dura des années, pendant lesquelles tous les efforts de l'armée d'Agamemnon furent vains. À l'époque où la guerre de Troie est supposée se passer, les Grecs avaient une compétence très limitée dans l'art d'assiéger les villes. Les Troyens avaient jusque-là résisté à toutes les tentatives lancées contre leurs places fortes. Les murailles étaient construites de telle sorte qu'il était pratiquement impossible à une machine classique de les percer. De plus, elles étaient précédées d'un fossé qui gênait l'approche des engins de siège. Les remparts étaient légèrement inclinés, ce qui rendait difficile tout assaut visant à les détruire. De plus, les Troyens défendaient avec acharnement leur chère cité. Il était très difficile d'assiéger une pareille citadelle. Non seulement les murailles étaient imprenables, mais en plus les défenseurs déversaient constamment sur leurs assaillants une pluie de projectiles de toutes sortes. Une défense d'autant plus redoutable que les civilisations de l'époque connaissaient déjà l'usage des armes chimiques et bactériologiques. Nous disposons d'un grand nombre de textes qui mentionnent l'usage d'armes chimiques ou bactériologiques pendant l'Antiquité, des bombes remplies de scorpions ou d'insectes venimeux, des nuages de fumée. Les chercheurs ont récemment découvert que le scorpion faisait partie de l'arsenal des armées antiques. Lors du siège de la ville de Hatra, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, les défenseurs jetèrent des pots remplis d'insectes venimeux et de scorpions sur les soldats romains qui les attaquaient. Un certain nombre d'indications montrent également que les armes chimiques étaient connues dans l'Antiquité. Le naphte est une substance chimique inflammable, un peu comme le napalm. Les défenseurs de Hatra ont également pu déverser sur leurs ennemis du naphte, qu'ils mettaient peut-être dans des récipients de ce type et qui permettaient d'incendier les machines de guerre et de semer la panique dans les rangs de l'adversaire. Une étonnante découverte a été faite en 1988 en Syrie, dans la ville de Hamma. Des chercheurs ont identifié cette année-là une série de petits récipients de terre cuite comme étant des grenades offensives vieilles de plus de 1000 ans. Si l'on en croit Homère, les Troyens se seraient servis de venin de scorpion pour venir à bout du héros grec Achille. Homère nous dit que le vaillant Achille finit par succomber à une flèche empoisonnée qui l'a touché au talon. Les hommes de l'Antiquité connaissaient parfaitement l'usage des poisons et savaient s'en servir pour infliger une douleur à l'ennemi ou même le tuer. Le siège de Troie durait depuis 10 ans. Le roi Agamemnon et son armée n'étaient toujours pas parvenus à abattre les murs de la ville et à ramener la belle Hélène à Sparte. Les Grecs allaient faire une ultime tentative pour s'acquitter de leur mission en se servant d'une machine de guerre particulière comme personne n'en avait encore jamais vu sur les champs de bataille. Depuis 10 ans, les Achéens font le siège de l'imprenable cité de Troie, bien décidés à se débarrasser d'une puissante rivale et à s'emparer de ses richesses. Chaque année, ils rentrent chez eux pour revenir quelques mois plus tard au pied des murs de la cité, dans l'espoir de la faire enfin tomber et de récupérer la reine de Sparte enlevée par Paris. Pendant des siècles, la guerre a été une activité essentiellement saisonnière. Les gens faisaient la guerre en été, puis rentraient chez eux à l'automne pour veiller aux récoltes et se consacrer à l'économie civile qui leur permettait d'entretenir leur armée. Chaque année, après le départ des soldats grecs, les Troyens célébraient leur liberté retrouvée. Mais la 10e année n'allait pas être comme les autres. Cette année-là, en effet, les Grecs allaient tenter une opération audacieuse. C'est Ulysse, l'un des héros de l'Iliade et un proche allié du roi Agamemnon, qui aurait eu l'idée du subterfuge. Face à l'avance technologique des Troyens et confronté à leur supériorité en matière de fortification et de stratégie, le roi Ithaque imagina une ruse. Il aurait alors ordonné à ses hommes de construire la plus célèbre machine de siège de l'histoire de l'humanité. Mais le cheval de Troie n'est-il pas simplement un mythe? Peut-être pas, car des fouilles archéologiques effectuées sur le site de Troie semblent indiquer qu'il pourrait avoir existé.
D'importantes découvertes archéologiques ont été faites ces 5 ou 6 dernières années sur le site de Troie. Nous avons appris un certain nombre de choses. Nous pensions jusqu'à présent que Troie se résumait à une citadelle perchée sur un rocher au-dessus d'un précipice. Comment, dans ces conditions, aurait-il pu monter là-haut un grand cheval de bois? Or, nous savons maintenant qu'il y avait également une ville basse, très étendue et enceinte de murs de briques en terre crue. Les choses deviennent plus vraisemblables. Ces murs étaient entourés d'un double fossé garni d'une palissade. Comme l'attestent les emplacements de poteaux qui ont été mis au jour, cela paraît beaucoup plus logique. L'idée des Grecs était de traverser cette première enceinte extérieure. Les archéologues travaillant sur le site ont pu constater que les murailles de la cité étaient construites de façon à résister aux plus puissantes machines de guerre de l'époque. De l'endroit où nous sommes, on comprend aisément pourquoi la ville de Troie passait pour être inexpugnable, à l'époque où Homère situe les événements de l'Iliade, vers la fin de l'âge de bronze. On aperçoit derrière moi la face nord de la citadelle. Il faut imaginer ce promontoire recouvert de fortifications en pierre blanche et en briques crues, d'une dizaine de mètres de hauteur et de près de 4 mètres d'épaisseur. Les machines de guerre les plus perfectionnées ne permettaient pas de s'emparer de la ville en l'attaquant de ce côté-ci. Les Troyens savaient forcément que la ville basse était plus difficile à défendre. De récentes découvertes montrent que l'ensemble de la cité était entouré d'un dispositif de fossés qui empêchait l'infanterie, les chars et les machines de guerre d'approcher les murs. Le fossé que vous voyez ici fait 4 mètres de largeur sur 2 mètres de profondeur. Le fossé est un moyen de défense très efficace contre une armée composée de fantassins et de chars. Nous avons procédé à des excavations à cet endroit parce que le fossé s'y interrompt. Il s'agit en fait de l'entrée principale de la ville de Troie. Si le cheval de Troie a existé, c'est ici qu'il a été amené, car c'est la seule entrée menant à la citadelle. Le plan d'attaque des Grecs visait le seul point faible des fortifications, la porte. Ulysse savait que sa machine devait pouvoir déjouer les différents mécanismes défensifs mis en place par les Troyens. Les ingénieurs grecs de l'époque possédaient-ils les connaissances nécessaires pour relever un tel défi? De quelles preuves disposons-nous aujourd'hui pour dire que le cheval de Troie a vraiment existé? Une découverte faite sur l'île grecque de Mykonos en 1961 tente à accréditer la thèse selon laquelle il ne s'agirait pas d'une simple légende. Le vase de Mykonos fait aujourd'hui partie des plus précieux objets antiques qui soient parvenus jusqu'à nous. Il est orné de la plus ancienne représentation picturale connue du mythe du cheval de Troie. Le vase de Mykonos est certainement l'objet mentionnant le cheval de Troie le plus important que nous ayons, en raison de l'époque où il a été fabriqué. Il date à peu près de l'époque où Homère a composé ses poèmes. Ce vase montre clairement des soldats à l'intérieur du cheval. La forme de cet engin colossal a donné lieu à toute une série de théories sur la manière dont il aurait été construit. Ce n'est qu'au 5e siècle avant notre ère que l'on commence à trouver des représentations naturalistes de chevaux. Et nous savons parfaitement comment les Grecs représentaient le cheval avant cette date, comme ceci. C'est une vision primitive, païenne, d'un animal au corps fuselé, doté d'une longue encolure gracile. Sa crinière et sa queue sont de couleur pourpre, la couleur la plus prestigieuse du monde antique, qui était obtenue à partir des coquilles d'un mollusque que l'on pêchait au large des côtes de la Turquie actuelle. On mettait parfois des améthystes à la place des yeux et les sabots étaient en bronze. Une statue de cheval était un véritable objet d'art et on comprend facilement que les Troyens étaient séduits. Il était essentiel que rien dans la gigantesque effigie ne laisse soupçonner le piège qu'elle dissimulait. L'idée d'Ulysse était de construire une machine de guerre pouvant accueillir dans ses flancs un commando de guerriers d'élite, qui, une fois à l'intérieur de la ville, serait chargé d'en ouvrir les portes. Mais les Grecs avaient un problème. Où trouver le bois pour fabriquer un engin aussi gigantesque? On pense qu'ils ont peut-être prélevé sur les bateaux qui les avaient amenés les matériaux dont ils avaient besoin. La ruse était aussi ingénieuse qu'audacieuse. Les Troyens allaient-ils s'y laisser prendre? De récentes découvertes archéologiques semblent donner un certain crédit à la thèse selon laquelle le cheval de Troie aurait vraiment existé. On sait notamment que Troie était un grand centre de commerce de chevaux
est que le symbole du cheval occupait une place centrale dans la culture troyenne. Les nombreux os de chevaux mis au jour ces dernières années par les archéologues confirment l'importance que cet animal avait dans la vie quotidienne des Troyens. Ce sont des os et des dents de chevaux. Ils ont été retrouvés dans une strate datant de la fin de l'âge de bronze. Cela montre que le cheval était utilisé dans cette ville. Il faut aussi rappeler que le cheval était un symbole respecté dans tout le monde antique, l'apanage des puissants et des riches. Il n'y a donc rien d'étonnant dans un tel contexte à ce qu'Ulysse ait choisi de donner à sa machine la forme d'un cheval. Selon Homère, le cheval fut construit en 3 jours par les Grecs. C'était un objet majestueux et imposant, destiné à frapper l'imagination des Troyens depuis la rive où il avait été abandonné. Mais pour quelle raison les Troyens l'auraient-ils fait entrer dans la ville ? Pour comprendre le raisonnement sur lequel se fonde ce stratagème, il faut comprendre l'état d'esprit très religieux des peuples qui habitaient la région à l'époque. Les Grecs avaient déserté la plaine qui entourait Troie, abandonnant le cheval devant les portes de la ville. Les Troyens crurent qu'Agamemnon avait finalement renoncé et était reparti chez lui avec son armée. Pour eux, le cheval était une offrande des Grecs, qui espéraient ainsi se concilier les dieux et pouvoir regagner leur pays sans encombre. Pour les Troyens, c'était une véritable aubaine. Ils décidèrent de s'approprier ce magnifique objet pour l'offrir à leur tour à leur propre dieu, dont ils s'attireraient les bonnes grâces. On gagnait bien souvent une bataille en attirant les dieux de l'adversaire dans son propre camp. En l'occurrence, il suffisait de faire pénétrer l'offrande à l'intérieur des fortifications, de la faire entrer dans la ville pour que le cadeau que les Grecs destinaient à leur divinité soit finalement offert aux dieux de Troie. Agamemnon et ses Achéens avaient mis 10 ans à trouver la faille. Grâce à une ruse audacieuse, ils étaient parvenus à introduire un groupe de soldats d'élite au cœur même de l'imprenable forteresse. Il est difficile d'imaginer l'état d'esprit dans lequel devaient se trouver Ulysse et ses hommes dissimulés à l'intérieur du cheval de Troie. Ces combattants, parmi les plus aguerris du monde antique, durent certainement rester cachés pendant des heures dans une chaleur étouffante à attendre que les Troyens se laissent prendre au piège. Entre-temps, Agamemnon et le reste de ses troupes, profitant de l'obscurité, étaient discrètement revenus sur le rivage, prêts à se ruer sur la ville dès qu'Ulysse et ses hommes en ouvriraient les portes. Une fois à l'intérieur, les Grecs ne feraient pas de quartier. Les assaillants ont dû déferler dans la ville, tuant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les combattants, bien sûr, mais aussi les femmes, les enfants et même les animaux. Rares furent les Troyens qui échappèrent au massacre. La fureur meurtrière des Achéens, qui incendièrent ensuite la cité, montre le sort qui était généralement réservé à l'époque aux vaincus lorsqu'une ville assiégée finissait par tomber. La prise de Troie, telle qu'elle nous est racontée, fut l'un des épisodes les plus sanglants et sauvages de toute l'Antiquité. Le cheval de Troie reste un symbole lourd de sens, y compris dans notre monde moderne où l'expression est synonyme de traîtrise et d'abus de confiance. Le siège de la ville de Troie coûta certainement une fortune aux vainqueurs, mais comme dans toutes les guerres, anciennes ou modernes, le plus gros investissement fut sans doute technologique. Dans l'Antiquité comme à l'heure actuelle, la guerre est le premier moteur du progrès technologique. Nous ne saurons peut-être jamais si le cheval de Troie a vraiment existé. Mais une chose semble aujourd'hui certaine. Les soldats de l'âge du bronze avaient à leur disposition des technologies particulièrement évoluées que nous ne sommes bien souvent plus capables de reproduire. La guerre de Troie a longtemps été considérée comme relevant du mythe. Or, les découvertes faites ces dernières années nous obligent à rouvrir les livres d'histoire et à reconsidérer la vision que nous avions du monde antique. Mais bien des mystères subsistent et attendront sans doute encore longtemps d'être élucidés.